Un nouveau numéro de Lever de rideau avec Julien Caron, une figure de la culture ici en région Auvergne et hors région Auvergne. Julien Caron, merci d'être avec nous. Alors, je vous ai invité au titre du Festival de la Chaise-Dieu. Vous en étiez le directeur et au moment où nous réalisons cet entretien, vous n'êtes plus le directeur parce que vous allez partir vers une autre carrière artistique. On va en parler dans un instant. Vous partez rejoindre les musiciens du Louvre. Mais cette émission étant d'abord une émission où je souhaite que l'on découvre les invités, je dirais que ce n'est pas très grave. Vous êtes un amoureux de la musique classique, et c'est bien à ce titre que je vous ai invité. Un lieu comme celui-ci, il vous évoque quoi, Julien ? Merci Marc-Alexis, merci beaucoup de votre invitation dans ce moment pour moi charnière où je quitte le Festival de la Chaise-Dieu pour rejoindre un ensemble de musique ancienne, les musiciens du Louvre que vous avez cités, et nous retrouver ici sur la scène de l'Opéra-Théâtre de Clermont. Ça évoque évidemment pour moi beaucoup de choses vécues ici, de choses vues, entendues, avec mes amis du Centre Lyrique, l'Opéra de Clermont, avec l'Orchestre d'Auvergne, avec les Amis de la Musique, un lieu où je suis venu un peu ressourcer mon oreille pendant toutes ces années pour écouter d'autres répertoires entre deux festivals, et puis aussi ça évoque des visages et des partenaires avec qui pendant ces années j'ai aussi construit des choses à travers ce festival. Donc c'est un lieu que j'ai vu aussi renaître après la grande campagne de travaux que vous savez, et auquel je crois les Clermontois, les Auvergnats dans leur ensemble sont assez attachés. Vous croyez en ce type de lieu théâtrale italienne dans une ville que l'on dit ouvrière, où pendant des années on n'a pas forcément voulu investir sur ce lieu, et puis un jour on a décidé, Olivier Bianchi, il faut lui rendre hommage puisqu'il n'était pas maire à l'époque, il était adjoint chargé de la culture, mais c'est quand même lui qui a décidé cette rénovation de ce théâtre qui n'est pas très grand d'ailleurs, à peine 400 places. Vous croyez en ce type d'écrin ? Oui, alors c'est vrai que c'est une volonté politique forte, comme vous le rappeliez, qui a présidé à la rénovation de ce beau théâtre, qui donne sur la place de Jaude, qui regarde le Puy-de-Dôme, qui est vraiment au cœur de la cité. Il fallait évidemment le rénover avec toutes les péripéties que l'on connaît, mais il a fallu aussi le faire vivre. Et je crois que par la suite, l'installation dans ces murs de l'Orchestre National d'Auvergne, qui y répète, qui y travaille, la translation du Centre Lyrique, maintenant Opéra Clermont-Auvergne, qui a quitté la Maison de la Culture pour venir ici, ça a donné aussi une nouvelle âme à ce lieu. Moi, mes propres parents, grands-parents me parlent de ce qu'ils ont écouté ici quand ils étaient plus jeunes. Donc je sais aussi à quel point les Clermontois y sont attachés. C'est sûr que c'est une jauge qui n'est pas très grande. L'Opéra de Vichy avec ses 1300 places est bien plus grand, mais c'est un opéra-théâtre qui rayonne au cœur de la cité, avec d'autres salles ici ailleurs à Clermont. Mais je pense qu'effectivement, par son architecture, par sa place au cœur de la ville, ce lieu a son importance. Julien Caron, vous avez dirigé l'un des plus grands festivals, le festival de musique de la Chaise-Dieu, dans un lieu par définition exceptionnel, l'un des plus beaux en Europe, l'abbatiale, l'église abbatiale de la Chaise-Dieu, ce lieu magnifique casadéen. Est-ce que le lieu dit quelque chose de la manière dont on va écouter la musique et la recevoir, voire l'interpréter ? Bien sûr, à plus forte raison dans le monde des festivals où on est dans ce moment éphémère, où on investit un lieu pour ensuite le quitter et puis y revenir l'année suivante. Il y a évidemment un mystère, une atmosphère particulière qui est sécrétée par le lieu. Et à plus forte raison, cette abbaye posée à 1000 mètres d'altitude qui touche le ciel, on dit que c'est une des abbayes les plus hautes d'Europe, où il faut faire effort pour y aller. Eh bien, elle appelle à la fois les visiteurs, les mélomanes, les festivaliers à une écoute concentrée, attentive, disponible, et en même temps elle pousse, je crois, les musiciens à donner le meilleur d'eux-mêmes dans ce lieu qui continue de me fasciner bien des années après l'avoir rencontré et avoir travaillé à sa mise en valeur. On va revenir sur la manière dont vous avez découvert le Festival de la Chaise-Dieu. Vous avez dit quelque chose de très fort, je trouve. Il faut faire un effort pour aller au Festival de la Chaise-Dieu, parce qu'on fait d'abord l'effort d'aller jusqu'au village de la Chaise-Dieu, qui est un tout petit village. Puis il faut faire l'effort aussi de quitter à minuit le festival pour rentrer chez soi, avec des fois 2 heures de route, c'est parfois un peu compliqué. Est-ce que ça, c'est le miracle de ce festival ? Oui, Gérard Roche, qui est le président du festival, a l'habitude de résumer l'histoire de ce lieu par une suite de miracles. Miracle de Saint-Robert qui fonde cette abbaye en 1043, qui fonde d'abord un ermitage et puis ensuite une première abbaye romane et qui ensuite est reconstruite. Miracle de Clément VI, pape d'Avignon, qui fut moine, qui fait reconstruire l'abbatiale pour s'y faire inhumer en forme de mausolée en quelque sorte. Et puis miracle de cette rencontre. D'ailleurs, certains mélomanes, spectateurs, assistent au concert
à côté de la tombe, donc du gisant de qui est en quelque sorte notre plus fidèle spectateur. Et puis miracle de cette rencontre favorisée par des mélomanes du Puy, le docteur Mazoyer, son épouse, avec Georges Xifra, ce grand pianiste hongrois, en 66 pour donner ce premier concert de bienfaisance qui a été le point de départ du festival. Donc effectivement, il y a ce côté improbable, mais qui correspond à une suite de rencontres et d'actes absolument extraordinaires. Alors il y a des moments un peu particuliers au festival quand on a la possibilité d'être dans les stalles des chanoines. On ne regarde pas les artistes comme je suis en train de vous regarder, mais bien de profil. Voilà, on est vraiment de profil, on est obligé, et ça y est, j'ai bougé ma chaise, je vais me faire gronder par le réalisateur, on est obligé d'être de profil. D'autres instants étranges, pendant les pièces, moi ça m'est arrivé, on voit voler des chauves-souris, des oiseaux qui gazouillent aussi, en plein spectacle, entre guillemets, en plein de représentations, c'est étrange. Oui, c'est un lieu qui nous investit dans le temps long de l'histoire. C'est vrai que les stalles, de la manière dont elles sont disposées, concentrent les regards sur le gisant du pape Clément VI, qui montre bien que cette abbatiale, c'est en quelque sorte un mausolée funéraire, même si elle est majestueuse et brillante, mais donc elle nous invite déjà par le regard qu'elle fait porter sur le gisant à une réflexion sur la mort, sur la vie, sur la fin dernière. Et puis pour ceux qui ont la curiosité de faire le tour et d'aller voir la danse macabre derrière l'un des murs qui a été restauré il y a peu de temps, qui saigne le cœur, cette magnifique danse macabre du XVe siècle. Là aussi, on est dans une conversation avec ce qui pouvait préoccuper les gens au XVe siècle, à l'époque de la grande peste noire. Donc on est dans le temps long, dans ce lieu qui aura bientôt 1000 ans, qui a eu plusieurs phases de construction successives. Et finalement, l'histoire du festival, à sa très petite échelle, 55 ans depuis quelques mois, eh bien, elle vient s'insérer dans ce long cheminement qui fait que dans ce lieu, on écoute la musique autrement. Le Festival de la Chaise-Dieu a eu 56 ans. Vous l'avez dignement célébré avec d'ailleurs une pièce que vous avez dû vous-même jouer à la dernière minute l'été dernier en remplaçant Olivier Marion à l'orgue. Quand vous êtes né, Julien Caron, le festival avait déjà 20 ans. Vous avez quelque part grandi aussi avec le festival en tant qu'homme. Vous l'avez découvert d'abord comme bénévole et puis en tant que mélomane que vous êtes, pianiste de surcroît, vous avez décidé de vous en rapprocher un peu plus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'homme hyper discret que vous êtes, tout le monde sait à Clermont, au Puy-en-Velay et ailleurs que vous êtes un homme extrêmement discret, qu'est-ce qui fait que vous avez osé frapper à la porte des autorités du festival pour dire j'existe et j'aimerais bien le diriger, le festival? Ça, c'est là aussi la chance d'une rencontre. Effectivement, j'ai eu la chance de découvrir d'abord l'abbaye de la Chaise-Dieu lors de vacances familiales dans le secteur. Donc le premier moment, ça a été le ravissement de découvrir ce lieu, ces paysages, cette architecture. Je me suis ensuite investi bénévolement à partir de 2007 au sein de l'organisation. J'y ai noué des amitiés fortes. J'y ai découvert ce métier de directeur de festival auprès de Jean-Michel Maté, mon prédécesseur, qui m'a un petit peu donné le bon virus, le virus de l'organisation, de la programmation. Et puis, je terminais mes études en 2012, au moment où il m'a annoncé son départ. Et j'ai pensé que peut-être, même si ça pouvait paraître un peu improbable, j'avais quelques idées pour poursuivre la route de ce festival. Et donc j'ai effectivement, comme vous le dites, Marc-Alexis, frappé à la porte du festival avec des idées, avec le profil qui était le mien, ma jeunesse, mon inexpérience, il faut le reconnaître. Et là, Jacques Barrault, qui à l'époque présidait le festival, dans le cadre d'un jury large et transparent, a décidé de me faire confiance. Et ça a été là le début d'un compagnonnage humain avec lui, absolument irremplaçable, très marquant pour moi-même et qui m'a donné l'impulsion de commencer ce travail avec l'équipe du festival. On salue la mémoire de Jacques Barrault que j'ai aussi reçu il y a plusieurs années dans ce début d'émission, comme je peux le faire aussi avec vous pour le groupe Centre France La Montagne. C'est paradoxal ce que vous venez de dire, l'inexpérience était un atout à ce moment-là? En tout cas, j'avais pour moi la formation musicale, la formation administrative et une culture littéraire. Et j'avais sans doute l'expérience, comme l'avait eu mon prédécesseur, du bénévolat, c'est-à-dire de la connaissance intérieure du festival. Et puis, j'ai aussi, c'est vrai, fait jouer la carte du territoire, dans le sens où étant natif de Clermont, ayant des attaches familiales à la fois dans le Bourbonnais, dans le Puy-de-Dôme, ayant connu ce festival, j'avais le sentiment de le connaître de l'intérieur.
Quelque chose qui m'a toujours frappé et qui me frappe encore aujourd'hui, alors que ce n'est pas la première fois que je vous interviewe, d'ailleurs j'ai souvenir d'un entretien mémorable que nous avons vécu ensemble où un drone nous est passé juste au-dessus de la tête, on était sur le Jubé, donc debout dans l'abbatiale et on avait fait voler un drone pour une émission Vue d'Auvergne, nous étions ensemble. C'est cette humilité qui vous caractérise, certains diraient de la discrétion, moi je préfère parler d'humilité. Et pourtant, Cagnes, Hippocagne, Sciences Po, Conservatoire national supérieur de musique et de danse, pianiste. Amateur et organiste, vous vous rappeliez mes modestes remplacements à l'orgue de l'abbatiale de la Chaise-Dieu. Effectivement, j'ai toujours essayé pendant mes études d'avoir à la fois cette voix généraliste et puis cette voix musicale, et puis le festival m'a permis d'unir les deux. Mais comment faites-vous pour rester à ce point humble ? Alors, vous parliez du lieu. Quand on est à la tête d'un festival de cette nature, on se sent au service d'un lieu. Mon métier pendant ces 10 ans, ça n'a pas été de me mettre en avant, ça a été d'abord d'être à la hauteur de ce lieu, et puis de faire en sorte d'amener les gens à cette rencontre musicale dans ce lieu et dans tous les autres qu'on a l'habitude d'investir, en me disant que dans une abbaye qui a 1000 ans, le fait de faire quelques programmations, d'inviter quelques artistes en espérant qu'il se passe pendant quelques secondes, pendant un concert sur peut-être 30 concerts, un moment extraordinaire, impérissable que les gens emportent avec eux, ça vous appelle à l'humilité. Si vous me demandez les moments que je remporte avec moi, c'est pas 30 fois 10 concerts que j'ai programmés, c'est quelques moments, quelques secondes où j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait et j'ai travaillé pour ça, pour ces moments. Donc c'est ça aussi l'humilité à laquelle la musique classique nous appelle. Il y a une pianiste que j'aime beaucoup, Anne Kefela, qui s'est produite ici, que j'ai écoutée grâce aux Amis de la musique que j'ai invité à la Chaise-Dieu, qui dit oui, la musique classique est élitiste, mais elle est élitiste non pas parce qu'elle s'adresse seulement à une certaine classe sociale, parce qu'elle s'adresse à la meilleure part de chacun d'entre nous. Donc ça, j'aime beaucoup cette idée qu'effectivement, il faut faire effort, comme pour aller à la Chaise-Dieu, pour aborder certaines œuvres, certains monuments de la musique sacrée, symphonique ou du répertoire pianistique. Il faut se rendre disponible, il faut écouter et il faut se laisser porter pour peut-être gagner, comme on gagne un sommet, quelques secondes d'émotion pure ou peut-être de révélation aussi sur soi-même. Le silence qui fait aussi partie de la manière dont Julien Caron sait ou s'exprime, ou sait s'exprimer, ou joue avec cette notion de silence. 2 anecdotes, allez, livrez-nous 2 anecdotes voilà, qui vont traverser votre esprit, une qui vous a fait rire immédiatement en tant que directeur du Festival de la Chaise-Dieu que vous avez vécu, puis une autre qui vous a peut-être agacé au moment où elle s'est produite, puis qui avec du recul fera un bon souvenir. Il y a eu dans l'édition du cinquantenaire du festival en 2016 des moments de grande pression, de grande émotion. Je me souviens par exemple le concert d'ouverture où j'avais souhaité que nous redonnions exactement le programme qui avait été donné le 30 septembre 1966 par Georges Xifra et l'Orchestre Colonne. Et nous avons failli ne pas le faire parce que le chef se sentait mal. Et nous avions un bénévole médecin qui m'a dit « mais ne vous inquiétez pas, je lui ai mis quelques bonnes piqûres de cortisone et ça va aller, ça va aller ». Et effectivement, c'est allé. Et nous avons non seulement vécu un concert qui a été sauvé par cette intervention généreuse d'un de nos bénévoles médecins, mais qui aussi a été marqué par ces temps de silence que vous évoquez à la fin du concert. Pascal Amoyel, qui s'était remis dans la peau de Georges Xifra, qu'il a lui-même connu, a joué en bis un nocturne posthume de Chopin. Et à ce moment-là, il avait une rose sur son piano, et puis il a fait un geste qui semblait être une bise qu'il envoyait à travers les âges à son maître, Georges Xifra. Et là, personne n'a osé applaudir pendant X secondes, X minutes. Et vous parliez du silence, Marc-Alexis, c'est ça aussi que je retiens dans les moments forts du festival, des moments où on n'ose pas briser la glace tellement, certains disent la communion d'être ensemble, d'autres disent la force de la musique, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se crée et qu'on n'ose pas rompre. Et ça, c'est le temps qui se dilate, et ça, c'est l'extraordinaire de la musique pour moi. Vous allez partir vers une nouvelle aventure, vous allez rejoindre les musiciens du Louvre, qui est une autre institution en matière de musique ancienne et qui fêtera ses 40 ans en 2022. Vous y allez en tant que délégué général, vous allez donc travailler avec Marc Mikowski, chef d'orchestre. Alors pourquoi faire le choix d'aller ailleurs alors que le Festival de la Chaise-Dieu et nous, Auvergnats, Rhône-Alpins, nous avions tant besoin de vous encore, cher Julien? C'est gentil, mais je garde d'abord mes racines familiales ici. Mon cœur reste en Auvergne. Je vais continuer à m'investir ça et là dans quelques causes qui me tiennent à cœur. J'ai eu le sentiment, après presque 10 ans à la Chaise-Dieu, qu'il était temps,
à la fois d'une nouvelle étape pour moi et aussi peut-être d'un nouveau regard, d'un nouveau souffle pour le festival, qui a eu la chance avec mes deux prédécesseurs, Guy Ramona, une trentaine d'années, Jean-Michel Maté, une dizaine d'années et moi une dizaine d'années, de s'inscrire dans le temps long. Et je pense que la personne qui viendra, qui sera recrutée dans quelques temps, aura, en tout cas je l'espère, à cœur de continuer à faire évoluer les choses. Mais voilà, comme on fait... C'est une forme de générosité que vous offrez aussi au festival, ne pas vous installer dans un poste confortable et vous dire à un moment donné, si je m'en vais, ça va renouveler aussi le festival. Oui, j'ai eu le sentiment à plusieurs moments qu'il était temps qu'un nouveau souffle arrive. C'est aussi le propre des aventures associatives où, à un certain moment donné, aussi les relations entre les gens ont besoin d'être rafraîchies. Une nouvelle campagne de travaux va s'ouvrir aussi pour continuer la rénovation de ce lieu. Elle va réinscrire encore le chantier dans un temps long. Je pense qu'il faut un nouveau regard, un nouveau souffle. Et c'est aussi voilà, ce qui m'a donné l'idée de répondre favorablement à cette proposition que Marc Minkowski, qui a fait la clôture du festival 2021, m'a faite. Alors les choses n'étaient pas engagées à ce moment-là, mais ça prend pour moi une certaine logique de partir en quelque sorte dans les valises du dernier orchestre que j'aurais accueilli sur scène à la Chaise-Dieu. Donc je rejoins... Vous êtes un homme de symbole. Je rejoins un orchestre de musique ancienne, tout à fait prestigieux, comme le sont les Arts Florissants, comme l'était la Grande Écurie de Jean-Claude Malgoire. Je vais donc un petit peu me spécialiser, mais aussi aller beaucoup plus à l'opéra, puisque cette formation joue beaucoup en fosse, et puis aller beaucoup plus à l'étranger, où elle est régulièrement invitée. Donc je change un petit peu de métier, tout en restant dans le secteur de la musique classique. Une dernière question que je pose à tous mes invités, mais je la pense un peu différemment d'invité en invité, en fonction de ce qu'ils m'ont dit aussi durant l'entretien. Cet opéra est à vous aujourd'hui, avec une particularité, il y a un piano. Vous interprétez quelle œuvre, pour dire quoi et à qui? Peut-être tout simplement un prélude et fugue du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, une musique intemporelle par excellence. Et peut-être je la dédie à tous ceux avec qui j'ai partagé ces 10 années de cheminement, à la fois les artistes, les festivaliers qui m'ont aussi beaucoup parlé, on a beaucoup échangé pendant ces 10 années, et puis mon équipe et tous les bénévoles du festival. Vraiment l'idée d'un envoi à travers cette musique intemporelle de Bach au piano. Julien Caron, merci d'être venu sur cette scène de l'Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand que vous connaissez bien. Très belle suite à vous, bon vent, on se retrouvera, j'en suis certain. C'était le lever de rideau de Julien Caron. Merci. Merci à vous.